préféré de contrôler les gouvernants et de représenter le peuple. Le peuple attend beaucoup de ses élus. Ce sont eux qui sont censés mettre la pression sur le gouvernement pour apporter des changements profonds dans leur quotidien. Au Congo, l'observation montre qu'il existe des députés qui se sont fourvoyés, passés maîtres dans l'extorsion sous toutes ses formes et dans le marchandage de leurs mains levées, lors des plénières de grands enjeux. Mais dans ce panier de crabes, parce qu'il y a un mais, dans ce panier de crabes, nous avons des lumières, des lueurs d'espoir, comme Christelle Wanga, élue en 2018, réélue en 2023. Pas encore 40 ans, à moins que je me trompe. Elle a déjà dirigé 2 commissions parlementaires. Elle porte 3 propositions de loi. Elle a institutionnalisé Octobre Rose comme jamais auparavant. La mobilisation contre le cancer des femmes était largement médiatisée et ressentie dans le fin fond du Congo. Elle a pris la parole en plénière plus d'une trentaine de fois, à moins que je me trompe également. Elle a été invitée dans plusieurs parlements du monde, comme récemment aux États-Unis, et où elle parle dans les conférences internationales. Rien ne l'arrête. Elle est contre la peine de mort. Elle incarne la promotion de la femme et la protection de l'enfant, en gros. Et ça ne court pas les rues pendant la campagne électorale. Elle fait du porte-à-porte dans son fief de 7 communes. La Funa, c'est Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasavubu, Makala, Ngiringir et Selembao. Elle y est sur le terrain aussi souvent qu'elle peut. Elle vient de sortir un ouvrage de motivation. Ça s'appelle Cahier d'exercice d'ambition et de leadership. J'en connais pas beaucoup qui ont écrit et publié. J'en connais pas beaucoup qui ont ce parcours, journaliste de formation. Dieu seul sait qu'elle choisit ses mots quand elle parle et on aime l'entendre parler. Et votre signature sur le web, au bas de vos tweets, c'est « Rendez-vous au sommet ». Ça veut dire que vous vous voyez à la tête du pays. Vous avez envie de devenir chef d'État, en fait. Le sommet, ce n'est pas seulement être chef d'État. D'ailleurs, je précise que c'est un livre de Zig Ziglar, un motivateur. Et je suis tombée sur ce livre, je pense que j'avais 16 ans ou 17 ans par là. Et ce titre m'a captée. Et désormais, je l'ai repris comme mon cri de cœur et mon cri de guerre en même temps. Rendez-vous au sommet, c'est le fait de viser le sommet. Le sommet, c'est... Vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez être politique, vous pouvez être journaliste. Et le sommet, c'est faire mieux. C'est justement ça, c'est faire mieux. Ça vous fait peur de dire que vous serez candidate présidente un jour? Non, ça ne me fait pas peur, mais pour le moment, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas en tout cas ce que je pense. Pour le moment, nuance. Pour le moment. Ça peut arriver et nous croisons les doigts que ça puisse arriver. Il serait vraiment beau et ça pourra remplir un combat des femmes qui a commencé depuis belle lurette, de voir une femme un jour diriger ce beau pays. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous, Madame Manina? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas les autres? Mais ce qui est sûr, rendez-vous au sommet, c'est un cri de guerre et vraiment de motivation. Christelle Wanga, merci d'être là dans cette grande interview. Je vous en prie. Merci infiniment. Députée nationale, je l'ai dit, élue de la Funa, l'une des 4 circonscriptions électorales de la capitale Kinshasa. Cette question est très détestée par ceux à qui on la pose. Combien vous touchez comme députée nationale? Je ne saurais pas vous donner, si vous me permettez, le montant exact. Et aussi, pour 2 raisons. J'évoque mes 2 raisons et je pense que je l'ai déjà dit. Premièrement, moi, j'ai eu à commencer la télévision très jeune, pour ne pas dire enfant. J'ai passé à Génie en herbe, ensuite c'était les émissions des jeunes, de débat, de politique. J'ai commencé très jeune et je n'ai jamais parlé d'argent à la télévision. Je n'aime pas parler d'argent à la télévision parce que j'estime que c'est un débat un peu accessoire de l'argent. Mais s'il est question de savoir combien touche un député, je pense que madame, vous êtes journaliste, il y a le journal officiel qui publie tous les salaires des fonctionnaires de l'État. En ce moment-là, ça sera plus simple pour vous, vérifier, d'aller au journal officiel et publier ce que vous allez trouver là-bas. Parce que ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est publié au journal officiel combien touche une députée ou un député. Et donc, je pense que le débat est ailleurs. Le débat est dans le travail que l'on fait. Il y a les chiffres officiels oui, dont tout le monde se fout.
mais il y a aussi ce qu'on appelle les invisibles et les avantages qui font grimper les émoluments du député, semble-t-il, à 21 000 $. Et vu que la polémique avait enflé à un certain moment le peuple, ceux qui vous élisent, ceux qui votent pour vous, sont dans une sorte de devoir, d'obligation légitime de savoir ce que touche un député, ce que touchent les gens pour qui ils votent. Évidemment, c'est leur madame, droit. D'ailleurs, vous l'avez C'est leur droit. Vous l'avez si bien C'est dit. leur droit de plus absolu de savoir combien touche un député. Vous avez dit semble-t-il. C'est qu'il y a beaucoup de rumeurs autour. Il y a beaucoup de on-dit autour. Alors la seule vérité, c'est le journal officiel. Le journal officiel publie les salaires de tous les prestataires de l'État. Je ne peux pas vous dire, est-ce qu'on parle des invisibles, est-ce qu'on parle d'autres avantages. Parfois on les a, parfois on ne les a pas. Alors, je souhaiterais que vous puissiez aller au journal officiel et publier les chiffres que vous allez trouver là. Moi, par exemple, je suis de l'opposition. Je peux vous dire qu'il y a des avantages que je ne perçois pas. Peut-être que ça appartient aux députés de la majorité. Alors, je n'ai pas des vérités. J'entends aussi, comme moi, je suis de l'intérieur, mais j'entends aussi que les députés de la majorité ont ça, ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui n'est pas forcément vérifiable. Et donc, moi, je souhaiterais, scientifiquement parlant, on peut se confier aux chiffres peut-être publiés par le journal officiel. Ça vous est déjà arrivé d'être payé pour voter pour ou contre une motion de défiance ou quelque chose comme ça? Personnellement, non. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça parce que j'aimerais garder mes valeurs. J'aimerais vraiment travailler pour ce peuple-là qui m'a élu 2 fois, sous la pluie. Ça a toujours été sous la pluie. Et j'essaye vraiment d'être du côté de la population. Tout ce qui est sur la table de l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit de motions ou lorsqu'il s'agit de la réalité, de la vie de la population congolaise, en tout cas, je me positionne toujours du côté de la population. Par ricochet, donc je ne fais pas ça. Je n'ai jamais été payée pour une motion, je n'ai jamais été contactée. Voilà, je n'ai jamais été contactée, je vous le dis sincèrement, par un politique ou par un ministre qui veut faire passer sa motion. Je n'ai jamais été contactée, personnellement. Je n'ai jamais été contactée. On vous croit. Ah, moi, je dis vous avez le devoir de me croire. Alors, présidente honoraire de la commission genre, famille, enfants de l'Assemblée nationale, vous y avez placé Cathy Sengui, c'est ça, en 2021. Vous avez également été présidente de la commission droits de l'homme, l'une des rares femmes à avoir été aux commandes d'une commission parlementaire après Jeannette Kabila, qui avait dirigé la commission défense. Et vous êtes de ceux qui ont milité pour la mise en place de cette commission. Et j'ai toujours souhaité poser cette question. Quelle est la pire forme de la violation des droits de l'homme à laquelle vous avez eu à faire? La pire forme. Madame, cette question, je ne l'ai jamais eue, celle-là. Mais je peux vous dire certainement que la Commission des droits de l'homme m'a vraiment montré un autre visage de la population, une autre forme de proximité dans laquelle j'ai vraiment saisi, j'ai jaugé la situation des droits humains dans notre pays. En tout cas, pour moi, les pires choses sont des violences. Les pires choses sont des violences envers les enfants. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que au moins, lorsqu'on a parlé de la commission, avec l'engouement qu'il y avait autour de la création de la commission de droits humains à l'Assemblée nationale, chaque jour, je recevais des gens. J'arrivais à l'Assemblée, je trouvais qu'il y avait déjà des gens qui m'attendaient. Et au moins, chaque jour, il y avait des questions des violences sexuelles envers les enfants. Et surtout, vraiment dans le cercle familial. C'était soit un oncle, soit un père, soit un grand-père, de l'inceste. Donc les deux, en même temps de l'inceste et en même temps du viol. Et 40%, c'est vraiment dans le milieu familial, communautaire, soit dans une même parcelle. Et ça a été un grand combat pour moi. Et je peux dire que ce sont les pires choses en dehors de ce qui s'est passé dans l'est du pays où les violences sexuelles étaient utilisées comme armes de guerre. Et donc, c'était vraiment ce qui m'avait plus interpellée. Et même au niveau de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, je recevais les données qui venaient de partout.
Au même moment, on établissait comment je peux dire, la capitale du viol dans l'est du pays, dans le contexte de conflit. Au même moment, dans l'ouest du pays, la situation grimpait en flèche. C'était plutôt vraiment des viols communautaires, mais autant dans le Bandundu, Dans le autant silence, des dans drames le silence silencieux. en Des Équateur, drames il y silencieux. avait beaucoup d'exactions. Et ça m'a permis justement à travailler sur ce sujet, même à la commission du genre. Une agression sexuelle, un inceste Sexuel, commis en sexuel envers famille. l'enfant, oui, par Y un oncle. a-t-il eu un procès? Il y a eu un procès. Malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il arrive 2 fois que les familles ne supportent pas la longévité de procès parce que lorsque vous allez devant les juges, Les c'est par procédures vous. sont très longues. Voilà, et ça coûte aussi. Ça vous demande de vous déplacer. Après, avec l'association, on essaye vraiment de prendre toute la partie pécuniaire, mais c'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas pu. Je pense que c'est aussi ça, les pesanteurs culturelles, où au niveau, vous commencez un procès et au niveau de la famille, ils s'entendent pour tuer une chèvre ou bien pour trouver, je ne sais pas moi, une victime expiatoire. Après, voilà, on a trouvé un arrangement à l'amiable au niveau de la famille. Ça aussi, c'est un goulot d'étranglement. Ouais. Pour des cas aussi inacceptables, aussi révoltants, pourquoi faut-il qu'une ONG paye? Que fait l'État en fait pour prendre en charge les victimes, pour avoir des avocats commis d'office et juger ça en flagrance? Ça ne se fait pas comme ça? Il y a des amendements qui ont été initiés notamment par d'autres organisations, que ce soit congolaises ou internationales, pour vraiment alléger les frais et même le processus juridique ou la procédure juridique. Mais il faut se le dire, moi je me dis, je me rappelle que 90% des personnes qui venaient me voir, c'est déjà des personnes qui avaient des problèmes de transport par exemple. Oh De là. manger. Donc j'étais obligée, quand je recevais des gens, il faut d'abord commencer par leur donner à manger parce qu'ils te disent, honorable, je n'ai pas mangé. Le Donc minimum. voilà, le minimum, j'ai fait le pied pour arriver ici à l'Assemblée nationale. Il faut manger, il faut l'argent de transport et aussi il faut acheter les médicaments, il faut payer le médecin légiste. Par exemple, à Mamayemo, je me rappelle, je faisais de va-et-vient à Mamayemo pour voir le médecin légiste parce qu'à chaque fois, les tribunaux demandaient des preuves, il fallait faire des analyses, etc. Et l'examen, c'est à peu près $200. $200, ce n'est pas donné aux familles lambda congolaises. Donc voilà un peu le challenge. Je pense que nous sommes dans ce processus-là, vraiment d'alléger les questions. Mais vous savez, d'une part, on a la volonté, on a les textes, mais de l'autre part, il y a vraiment cette volonté politique d'amoindrir les coûts et de comprendre que c'est une question vraiment qui intrigue et qui a des répercussions dans notre société. Vous ne tirez pas au flanc pendant les plénières, je l'ai dit, vous parlez beaucoup. Élu sur la liste Ensemble, le parti de Moïse Katumbi, mais vous siégez comme non inscrite, c'est ça. Et vous n'êtes dans qu'un groupe parlementaire, en fait. Est-ce que ce n'est pas un désaveu de votre parti ou une stratégie pour se positionner en centriste ou en opposition molle, comme on vous le reproche? Non, je pense que l'homme est appelé à évoluer. Personnellement, je pense que c'était le moment pour moi de montrer une autre facette de moi. Parce que vous savez, madame, être dans un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est quand même moins être indépendante. D'abord, la prise de parole. Il faut absolument que le président du groupe présente votre prise de parole et qu'il autorise que vous puissiez parler. Et vous le savez, lorsque vous prenez parole, ça doit être en conformité avec une certaine réalité qui n'est pas forcément la vérité. Je voulais plus d'indépendance, notamment à la prise de parole. Il faut parler. Moi, je suis quinoise. À Kinshasa, on dit les députés ne parlent pas. Et je voulais un peu cette liberté par rapport à la prise de parole, aussi avec certaines questions. Donc, j'estimais que je suis non inscrite. Alors, non inscrite, ce n'est pas indépendante, comme certains le pensent. Non inscrite, c'est justement un membre de la majorité ou un membre de l'opposition qui n'a pas de groupe parlementaire. C'est ce qu'on appelle non inscrite. Donc, je suis membre de l'opposition, mais je n'ai pas de groupe parlementaire, donc je suis libre de penser, d'agir et de parler. Vous êtes toujours membre du parti Ensemble? La loi m'oblige, parce que la loi dit que lorsque vous êtes élu sur une liste, vous devez y rester. Je ne peux pas vous cacher, il y a eu beaucoup de désaccords sur certains sujets. Alors, on n'est pas habitué à la Lesquels, démocratie. J'en viens, madame.
On n'est pas habitué à la démocratie dans notre pays. Vous savez, regardez maintenant ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump ou bien chez les démocrates, chez les républicains, il y a des courants. Il y a certains comme Bernie Sanders qui sont vraiment de gauche, d'extrême gauche, avec les Ocasio et les autres. Mais quand vous regardez les Kamala Harris, qui sont un peu légèrement de gauche, c'est tout à fait normal que dans un parti qu'il y ait de courants de réflexion. Alors, avoir des courants de réflexion contraires ne veut pas forcément dire que vous traversez ou bien on vous a acheté. Non, c'est ça la démocratie. Et si on pense que demain nous pouvons diriger le pays, il faut que l'on soit capable de tolérer un avis contraire. Alors, puisque vous m'avez posé la question de savoir c'est sur quel sujet, notamment, madame, je veux vous dire sincèrement, je n'ai pas encore parlé de ça. J'ai été élue seule dans la ville de Kinshasa, seule. Et vous imaginez comment c'est difficile avec la proportionnelle pouvoir rafler un siège. La capitale n'était pas acquise à l'opposition. C'était vraiment, tout le monde voulait voter le visage du président Tshisekedi. Et j'ai dû travailler très dur, très dur. J'ai perdu quasiment 60% de mon électorat parce que les gens ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas de nous. Mais grâce à mon travail, le travail que j'ai abattu sur terrain, les conférences, les organisations, c'est comme ça que le peuple a renouvelé. Mais c'était dur, madame. Je le souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Des affiches déchirées, des banderoles brûlées. Et il y a des endroits où on m'a même chassée parce qu'on disait elle travaille avec les Rwandais, leur parti travaille avec les Rwandais. Mais je suis allée jusqu'au bout comme une femme battante et j'ai réussi à avoir ce siège-là pour le parti. J'ai senti un manque de respect d'un côté et de l'autre côté. C'est fort, ça. Oui, et de l'autre côté, toutes ces personnes qui n'ont pas gagné aux élections ne comprenaient pas pourquoi moi seule j'ai réussi à gagner, à glaner un siège. C'était incompréhensible pour eux. Pour eux, c'était soit je suis déjà, j'ai traversé, ou bien pour eux, c'était incompréhensible. Comment elle doit être seule à avoir gagné les élections. Donc, la victoire était source de tension. Exactement. Pour justifier leur échec, il fallait dire que elle a gagné parce que, comme je suis une femme, certainement, elle est, voilà, elle est avec tel, elle est avec tel, elle est avec tel. Ils ont oublié que Christelle Wanga a créé le Parlement Rose, a créé Octobre Rose, la Journée internationale de la jeune fille, 100 écoles de la FUNA en fourniture scolaire, sans compter les hôpitaux. Je travaille jour et nuit dans ma base électorale. Et donc, j'ai remarqué un peu ce regard un peu dédaigneux de dire, mais comment elle a fait? Peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle travaille avec eux, alors qu'en réalité, j'établis ça comme la source de tous les maux. Et personnellement, je ne peux pas vivre là où on ne m'aime pas. Personnellement. Donc, techniquement, vous n'êtes plus dans le parti, mais vous y restez quand même pour garder votre siège, c'est ça? Déjà, je pense que lorsqu'on est élu, on ne parle pas du parti politique, on parle de la patrie. Je suis l'honorable Christelle Wanga, élue de Funa, congolaise, députée nationale, qui parle autant pour les habitants de la Funa, autant pour les habitants de Bandundu et tout. Déjà, réfléchir comme ça, je pense que mon premier titre, c'est députée nationale et je suis la députée de tout le monde. De tous les Congolais, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui ont voté pour moi et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc je ne veux pas avoir cette réflexion un peu sectaire de partisans politiques à tous bords, alors que sur ma table, j'ai des questions sur la drépanocytose qui concerne toutes les couches de la population, sans parti pris, les questions sur la biologie, les questions sur le cancer des femmes. Vous avez vu, j'ai signé le premier protocole avec le ministre de la Santé, oui, voilà, qui responsabilise le gouvernement sur l'amélioration des hôpitaux publics, sur la question du cancer de la femme. Ça, ce sont des combats qui n'ont rien à voir avec les partis politiques. Et c'est ça ma vision de la politique. Oh, c'est pour ça que le parti n'a pas soutenu votre candidature au bureau de l'Assemblée? Personnellement, en tant que non-inscrite, je n'avais pas besoin du soutien d'un parti politique. Voilà. L'Assemblée nationale traite avec les groupes parlementaires. Les groupes parlementaires présentent les candidatures, mais vous avez vu que pour être non-inscrite, on n'a pas besoin d'avoir le soutien de quiconque. Et je peux vous dire, madame,
comme vous le savez, puisque vous avez abordé cette question, ma candidature, je n'ai pas retiré ma candidature parce que les gens me posent souvent cette question. Ma candidature a été enlevée, pour dire dans des termes simples, à minuit. À minuit, parce que moi, je demandais simplement que nous puissions aller aux élections. Alors, on a trouvé un compromis, pas moi, à l'interne. Donc, on a trouvé un compromis pour dire, voilà, on ne la maîtrise pas. Si on va avec elle aux élections, c'est sûr qu'elle va gagner. Donc, il faut enlever sa candidature. Donc, ils ont trouvé des mots pour enlever nos candidatures, parce que en réalité, la personne disait c'était moi. Les autres sont des dommages collatéraux. Vous avez de bons rapports avec Moïse Katumbi au finish? Évidemment, oui. C'est mon président et je pense même que j'ai payé le prix d'être la plus aimée de mes chefs. Parce qu'il n'y avait pas que le président Moïse. Déjà, le président Moïse, il est là-bas, on ne se voit pas, on ne se parle pas. Mais le secrétaire général, Bolenge Tengue, le directeur Kamitatou, les autres, tous mes chefs m'aimaient beaucoup. Et ils n'hésitaient pas à dire, il faut prendre l'exemple sur Christelle, sur sa façon de travailler. Et je pense que comme Joseph dans la Bible, pendant que mes chefs disaient que je travaille bien et que tout le monde devait prendre l'exemple sur moi, ça s'est retourné contre moi. Oui, les relations difficiles, les crocs en jambes, ça manque jamais. Alors, on peut parler du dialogue. Vous y croyez-vous à la tenue du dialogue? Politiquement, la tenue du dialogue, je pense que ça sera obligatoire. Obligatoire. Maintenant, il faut se dire quel format qu'il faut prendre. Vous savez, madame, peut-être l'âge, parce que beaucoup de gens pensent que l'expérience, c'est l'âge, la sagesse, c'est l'âge. Depuis le début, j'avais dit à l'opposition, ou les oppositions, parce qu'il y en a plusieurs hétérogènes, hétéroclites, avec plusieurs visages, je leur avais dit, demandez le dialogue. Que ça vienne de l'opposition, ça ne marche pas. Laissez les évêques, la Synco, les églises organisées être en avant-plan en ce qui concerne la demande du dialogue. Pourquoi? Parce que, madame, est-ce que vous vous rappelez à l'école, on avait un texte, je ne sais pas, ça doit être trompeur trempé, un truc comme ça, où on illustrait deux hommes avec des sacs et au moment du troc, l'un savait que je suis en train de tremper l'autre, c'est pas ce que j'ai dit qui est dans le sac, et l'autre également savait que je suis en train de tremper, donc c'était le trompeur trempé pour les deux. Et le dialogue dans ce format-là, c'est évidemment, moi je pense que c'est le trompeur trempé. Tout le monde sait ce qu'il veut. Pourquoi l'opposition demande le dialogue alors que nous sommes à 2 ans presque de la fin du mandat du président de la République? La logique aurait été pour l'opposition de demander le respect du délai constitutionnel et de pousser les FRDC à récupérer nos terres qui sont entre les mains des rebelles. Ça, c'est la logique de l'opposition. Maintenant, le dialogue, c'est les églises, ce sont les églises, c'est la Senco qui demande, c'est pas l'opposition. Tous les opposants demandent le dialogue, tout le monde. Mais sur le plan arithmétique, vraiment scientifique, comment le dialogue résout la crise qu'on a actuelle? Et la Senco qui dit qu'il doit y avoir autour de la table, voilà, tout le monde, voilà, l'opposition armée ou non armée. Personnellement, je ne suis pas fan de ce syllogisme. L'opposition armée n'existe pas. Je pense qu'il y a une opposition, puisque je suis démocrate, je suis patriote. Il y a une opposition, soit on est rebelle, soit on est opposant. À partir du moment où on touche les armes entre nous, s'il vous plaît, on fait quoi? Est-ce que ça mérite de dire que c'est l'opposition armée? Je ne suis pas d'accord avec ce syllogisme, mais je concède. Si la majorité pense que c'est passable, je concède. Et donc, comme je l'ai dit, madame, je pense que c'est obligatoire, mais sous quel format? Qui veut tromper qui autour de cette table? Qui c'est qui trompe qui? Qui veut avoir quoi? Puisque vous avez fait allusion aux rebelles, quand à l'UDPS, à la majorité, on décrit Joseph Kabila comme un chef rebelle, vous réagissez comment? Je pense que c'est tout à fait normal. S'ils disent cela, vu ce qui s'est passé, l'ancien président qui se retrouvait
dans une zone occupée par les rebelles, c'est tout à fait normal que la majorité pense comme ça. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Personnellement, moi, je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, mais il y a des éléments. Par exemple, si j'étais conseiller ou conseillère de Joseph Kabila, personnellement, je lui aurais dit de ne pas y aller dans une zone occupée par les rebelles, parce que ça renforce justement cette appréhension-là. Mais voilà, c'est à chacun de se défendre. Et voilà, c'est un ancien président de la République, il a dirigé le pays, il était très jeune. Sénateur à vie. Voilà, sénateur à vie. Et il y a quand même une responsabilité. Madame, je ne veux pas partir par quatre chemins. Moi, je suis contre la rébellion. Je suis contre la guerre. Je pense que je suis une vraie démocrate. La meilleure façon de prendre le pouvoir, c'est aller aux élections. Ça vaut pour le président Tshisekedi, ça vaut même pour le président Moïse, s'il sera un jour président de la République. Ça sera ma position pour tout autre président, pour tout autre Congolais à la tête du pays, et qu'on ne peut pas vivre de cette manière-là. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais un prof à l'université qui nous disait en son temps, au Congo, lorsqu'on tue une personne, on vous montre à la télévision. Lorsqu'on tue 10 personnes, on vous amène au CNPP, on dit que vous avez un problème mental. Mais lorsque vous tuez 100 personnes, 1000 personnes, on vous appelle autour de la table, venez, on va négocier, c'est quelle partie du territoire que vous voulez, c'est quel poste que vous voulez. La nouvelle génération de la politique... C'est d'une absurdité impossible. La nouvelle génération de la politique congolaise, cette nouvelle classe qui arrive, on doit mettre fin à cela. C'est innommable. Et demain, s'il y a dialogue, est-ce que ces personnes-là qui ont été tuées, est-ce que vous avez la force de les ressusciter? Ce sont des pères, ce sont des enfants qui avaient tout l'avenir devant eux, mais à cause des envies démesurées, on a ôté la vie à plusieurs Congolais. Et qu'est-ce qu'on va dire autour de cette table? Qu'est-ce qu'on va dire? Tout à fait. Le manque de justice fout tout en l'air, en fait. Les rapports entre le pouvoir en place et les évêques sont tendus, et ils reprochent aux évêques de ne pas condamner l'agression rwandaise, même s'ils l'ont fait récemment. Pendant toutes ces années, depuis la chute de Bunagana, ils ont eu du mal à faire, ils ne l'ont jamais fait. Pour vous, ce silence-là voulait dire quoi? Personnellement, madame, je pense que... De la distance Non, je pense que ça fait partie du scénario, où je peux dire ce sont des scénarios. C'est important. C'est important pour... Nous sommes dans une situation où les langues doivent se délier, où les gens doivent parler, que ce soit les évêques, que ce soit la population, que ce soit les politiques, de l'opposition, de la majorité, tout le monde doit parler. Mais ce qui est évident, c'est que tout le monde n'aura pas le même langage. Moi, par exemple, je suis de l'opposition, mais je suis très dur envers le Rwanda, envers les proxys, envers les Congolais qui travaillent avec les Rwandais. Ça, je le dis, je suis libre d'esprit. Mais regardez ce qui s'est passé depuis la conférence nationale souveraine. Il y a toujours eu l'Église, les dialogues, les consultations, les concertations. L'Église a toujours joué un rôle très important. Mais maintenant, ou même pour Sun City, si on doit faire le parallélisme, nous sommes dans une situation d'agression, où vraiment un pays voisin, avec des envies démesurées, ne cache plus ses ambitions, d'une part hégémoniques, de l'autre part de vraiment mettre à terre la RDC afin de piller les ressources de notre pays. Alors, il est évident que l'on attend de tout Congolais une certaine forme de patriotisme, ça c'est clair. Mais il est aussi évident qu'il y a certains Congolais qui, pour des raisons quelconques, n'auront pas la même version de l'histoire que nous. Mais ça n'empêche pas à nous autres qui ont des vérités. Moi, je travaille beaucoup à l'international, vous l'avez dit. Vous remarquez que je cherche des mots pour essayer un peu dans le jolivet ce que je veux dire. Mais du choc d'idées jaillit la lumière. Et si vraiment ces différentes versions peuvent nous emmener vers la lumière, alors que ça soit le bienvenu. Oui. Alors, on va parler des préoccupations quotidiennes des Kinois. Vivre à Kinshasa est devenu difficile. Et vous avez récemment écrit sur l'espérance de vie des Kinois qui a énormément dégringolé. Les Kinois sont désespérés de la classe politique. Les Kinois sont désespérés de vous, la classe politique. Exactement. Comment s'en sortir?
Déjà, il faut que chacun fasse son travail. On commence par l'Assemblée provinciale qui, de par sa création, le constituant, lui a donné cette responsabilité d'analyser, d'étudier et de faire avancer la ville. Et par ces travaux, ces plénières, ces édits, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale a cette mission-là. Mais on sent déjà que l'Assemblée provinciale est muette par rapport à cette situation. Et c'est ça le danger d'avoir une très grande majorité. On a eu tout. Imaginez, madame, je suis la seule élue de l'opposition de la ville de Kinshasa. Ni au niveau provincial, il y a de l'opposition, ni au niveau des conseillers communaux, il n'y a pas d'opposants. Donc, le gouverneur a l'Assemblée dans sa poche. Déjà, regardez ce qu'il a fait. C'est qu'il a pris plusieurs députés qui sont dans son gouvernement, qui sont remplacés par les suppléants. Donc, ces députés-là ont du mal à être exigeants envers le gouverneur. Quasiment partout, c'est comme ça. Les députés provinciaux veulent devenir ministres. Exact. Les députés nationaux aussi. Ouais. Oui. Oui. Et donc, ils sont moins exigeants par rapport au gouverneur parce que s'ils osent faire partir le gouverneur, eh ben, ils vont perdre au même moment leur siège. La vache à lait. Et donc, pas de débat, pas de vérité. Madame, si je vous parle de l'espérance des vies de Kinois, je le dis parce que je ne sais pas s'il y a une députée qui est aimée plus que moi à Kinshasa. Chaque matin, je me réveille avec des milliers, des centaines de messages, des maladies, des photos. Je me dis, au fait, tout le monde est malade. Regardez, quand on grandissait, c'était souvent avant la saison sèche, il y avait des grippes, on savait que c'était saisonnier, ça passait. Mais maintenant, il y a des grippes chaque jour, chaque semaine. Ce n'est plus des saisons de grippe, mais c'est à cause de quoi? Moi-même, je suis restée grippée tout le mois de décembre et tout le mois de janvier. Ah oui, c'est la saleté. C'était horrible. Les immondices, les caniveaux. Madame, expliquez-moi un peu. Est-ce que, je vous le demande, est-ce que c'est difficile de demander à toutes ces multinationales ou aux entreprises indo-pakistanaises qui viennent faire de bouteilles en plastique, de vendre des jus sucrés déjà mauvais pour la santé? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est difficile de leur demander de recycler leurs bouteilles? Kintoko, c'est mort ou ça... Il y a eu le projet Kintoko qui recycle... Madame, mettons d'abord des projets. Les déchets plastiques. Mettons des projets faramineux avec des titres pompeux qui en réalité n'ont rien. Il y a eu Kintoko, mais on a des bouteilles plastiques partout, voilà, presque partout dans les caniveaux de Kinshasa. Et quand il pleut, les eaux des pluies charrient énormément de bouteilles plastiques alors qu'il y a Kintoko. Et ces bouteilles, justement, bouchent les collecteurs, bouchent les caniveaux, ce qui fait que les eaux des pluies ne peuvent pas ruisseler convenablement. Alors, vous, en tant qu'élu national, c'est quoi la politique? C'est quoi les pistes de solution à cette inondation? On va en parler après. D'abord, à ces déchets plastiques qui jonchent les rues de Kinshasa et les caniveaux. Premièrement, il faut demander à ces entreprises de recycler leurs bouteilles. Leurs propres bouteilles, de recycler obligation. Deuxièmement, il faut travailler sur le domaine secondaire. Pourquoi je parle du domaine secondaire? Parce que la gestion des immondices a 4 étapes. Primaire, quand on nettoie la maison et qu'on met de côté. Et au niveau secondaire, c'est quand nos papas viennent chercher les immondices chez nous et ils vont jeter. La question est de savoir où est-ce qu'ils vont jeter. D'abord, c'est le tri en fait. Voilà. Est-ce que les ménages trient les déchets? Il faut enseigner aux ménages. On n'en est pas encore là. Voilà, on n'a pas appris ça dès le bas âge. On ne nous a pas appris à trier, recyclable, biodégradable, tout ça, on ne nous a pas appris. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau secondaire, on vient chercher les immondices dans nos maisons, on va jeter, mais on va jeter où? Il n'y a pas de décharges. Ils jettent dans les caniveaux, ils jettent dans les collecteurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des rivières bouchées, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tonnes, des bouteilles en plastique après les pluies. Donc, ailleurs, les déchets vont direct dans les centres de tri. Exactement. Ou de recyclage. Exactement. Mais nous, on n'en a pas. Il n'y en a pas. Il y a Kintoko. Voilà, au lieu de je commencer à construire... Je ne sais pas si je prononce bien, c'est ça, héritier, c'est Kintoko. Oui, j'ai entendu parler de ça et je me rappelle même, il y a eu une cérémonie de lancement. C'est justement ça le problème avec nous. On pense que tout est cosmétique, tout est esthétique, alors que la priorité, c'est dans l'efficacité et dans le travail. Demandez à ces gens-là de recycler leurs bouteilles. Ça, c'est plus facile. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que la plupart d'entre eux, ils sont soit actionnaires dans ces entreprises-là, ils ont un petit rien, alors c'est comme une façon de s'auto-flageller. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Mais
au détriment de la population, au détriment de l'avenir de nos enfants. Et ça, c'est très dangereux pour notre santé et pour l'espérance de vie des Kinois. L'espérance de vie, il n'y a pas que en fait les maladies chroniques et tout le reste, il y a aussi l'environnement, vous l'avez dit. Alors, même quand on habite Gombe, dès qu'on met les pieds hors de chez soi, c'est le chaos en fait. Ce sont les gens qui vendent au coin de la rue, ce sont les motards qui passent dans tous les sens, ce sont les vendeurs à la criée. Même ceux qui habitent les appartements hors de prix de 10 millions de dollars ou 4 millions de dollars, dès qu'ils sortent de chez eux, c'est ça en fait. Et vous êtes élu de Kinshasa. Oui, et c'est un peu mitigé de penser que quand on est député, voilà, quand on est ministre, on habite dans un endroit un peu huppé. Madame, on est lié par le sort. Ça sera un suicide collectif pour nous et pour nos enfants. Lorsqu'on sort, on respire. Et on doit traiter, que vous habitez dans un hôtel 5 étoiles ou, je ne sais pas moi, 20 étoiles. Il y a des gargotes devant les hôtels 5 étoiles. Oui. Et les immeubles luxueux. Et il y a des gargotes. Kinshasa, c'est l'impression, madame. C'est l'impression. Dernièrement, j'étais au Ghana dans une conférence et quand je me suis présentée, voilà, je suis l'honorable Christelle, je viens de Kinshasa. Et vous savez ce que le président de l'Assemblée m'a dit? Il m'a dit, « Ah, honorable, vous êtes belle, mais votre ville, devant les gens, devant d'autres députés. » Alors je me pose la question, madame, aujourd'hui on nous estime les Kinois à peu près à 15 millions, allons là. Donc parmi les 15 millions des têtes congolaises, de têtes quinoises, il n'y a aucun Kinois qui peut nous faire sortir de la GN. Il n'y en a pas. Des inondations. Donc on est obligé de subir tout ce que l'on subit parce que les politiques ont décidé de se focaliser sur les partis politiques plutôt que les compétences. Et sur leurs propres intérêts. Voilà, leurs propres intérêts. Donc il n'y a pas des techniciens. Madame, j'ai été choquée et je suis choquée chaque soir lorsque je passe sur les rues de Kinshasa de voir des mamans qui balayent les macadams avec les brosses. Voilà, les brosses les brosses domestiques. Et pire encore, c'est qu'on balaye, on met le sable à côté et le matin, le vent renvoie les mêmes sables sur la chaussée et la nuit, dans les caniveaux. On fait, voilà, et la nuit, on fait le même exercice, on revient avec, mais Seigneur Jésus, que faisons-nous? Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Est-ce qu'une ville de Kinshasa, même entretenir, assainir la ville de Kinshasa, il faut être formé pour ça. On ne peut pas ramasser des gens, on se réveille, on dit voilà, vous allez balayer la ville. Non, il faut que tout soit coordonné, qu'il y ait un plan d'action. En fait, la direction de la ville de Kinshasa, la gestion de la ville de Kinshasa, il n'y a pas de colonne vertébrale. Tout est fait, voilà. Vous en voulez au gouverneur Daniel Bumba? Pas du tout, parce que j'estime que diriger une ville comme Kinshasa, il faut en avoir les capacités. C'est un pays, Kinshasa. Il faut être un mini-président de la République. Il faut avoir, pardonnez-moi l'expression, il faut avoir les couilles. Voilà. Peut-être qu'il fait aussi de son mieux. J'ai dit, pardonnez-moi l'expression. Il faut avoir, voilà, il faut avoir ça. Il fait de son mieux. Il fait de son mieux, peut-être. Mais bon, ce n'est pas le résultat qu'on attendait. Tout à fait, c'est très difficile. Alors, je me suis mis en rose. Oui. Pour rendre hommage à votre investissement, votre implication dans la guerre contre le cancer des femmes. Et vous avez mis en place Parlement Rose, Octobre Rose. Et de 2020 à 2024, on a assisté à ces... Je refuse de dire manifestations, je refuse de dire cérémonie, parce que ça reste protocolaire, ça reste superficiel, comme vous l'avez dit. Il y avait une sorte d'implication, de rassemblement, de mobilisation de décideurs et des femmes concernées qui venaient du fin fond de Kinshasa et même du Congo pour entendre parler des cancers et des problèmes des femmes. Et cette année, il n'y a pas eu Parlement Rose. Pourtant, vous êtes au Parlement. Que s'est-il passé? Déjà, je voulais me reposer un tout petit peu et avant toute chose, est-ce que vous savez que le Parlement Rose, ça a été copié dans d'autres pays? Il y a vraiment des gens qui m'ont demandé et j'étais très heureuse. Ça se passe actuellement au Ghana, le Parlement Rose. Et si Dieu le veut, on aura la première édition du Parlement Rose à l'Assemblée provinciale de Maryland
aux États-Unis. Oui. Voilà, donc Parlement Rose. Au Congo, Parlement Rose, c'est mort. Non, c'est pas mort. Je vais réorganiser le Parlement Rose, je promets, parce qu'à chaque fois, les femmes me demandent pourquoi tu n'organises plus. Je promets, on va faire de notre mieux pour organiser, mais j'assiste. Le Parlement Rose, c'est une initiative personnelle. Ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. C'est moi qui ai emmené cette idée. Avec votre ONG WIFE. Oui, WIFE. Donc, femme en anglais. voilà, c'est moi qui ai emmené cette idée au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça a coïncidé que j'étais présidente de la commission du genre, présidente de la commission de droits humains. Donc, l'un n'exclut pas l'autre. Nous allons continuer à organiser le Parlement Rose. Ben, ce qu'on dit, c'est quoi déjà? Que les hommes passent, les institutions restent. Pourquoi c'est pas resté? J'essaye de comprendre, en fait. Ouais, j'aurais bien voulu que ça reste, mais est-ce que je pense que les gens ne comprennent pas, ne captent pas ce que l'on veut faire parfois. Tout le monde n'a pas la même vision de la vie, tout le monde n'a pas la même vision des combats, des luttes que l'on mène. Et mon souhait serait vraiment, et je l'avais dit à la première édition, que même si je suis plus députée, que le Parlement Rose reste à l'Assemblée nationale et que l'Octobre Rose reste au niveau de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit en ouverture, il nous reste 5 minutes. Je l'ai dit, 3 propositions de loi à votre actif. Et fin janvier, vous avez été élue vice-présidente d'un réseau de parlementaires. Dites-nous, c'était quoi? C'est arrivé comment? C'est arrivé, déjà, le premier mandat, j'étais invitée et, madame, je vais vous dire, à chaque fois que j'étais invitée au niveau continental, allons là, j'étais impressionnée, un peu jalouse des femmes qui venaient des pays anglophones. Déjà, elles étaient très avancées sur les questions des financements, de partenariats. Elles étaient dans tous les forats. Et c'était, yes, my name, I'm coming from Uganda, I'm coming from Tanzania, I'm coming from Zambia. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles doivent occuper tous les postes. Mais et pourquoi vous voulez les Congolais... un jour dire, I'm coming from, I'm coming dire, ah si, j'ai dit, non. Je dois détrôner ces femmes-là. Non, je vais travailler dur. Je vais m'impliquer. Et c'est le résultat du travail. Aujourd'hui, j'ai été élue première vice-présidente, Chapson députée de ce grand réseau de parlementaires qui engage beaucoup d'argent sur la santé de la reproduction dans leur pays. Ils ont découvert des réseaux et nous étions absents depuis tout ce temps. Il y avait vraiment des réseaux et Dieu merci, on commence à percer un peu. Le siège, c'est où? Le siège, c'est à Arusha. À côté de chez nous? Oui, à côté. Et je vous dis, madame, quand vous regardez les chiffres qui un pays noir, de l'Afrique noire je comme vous nous dis, en plus. Madame, quand vous regardez les montants de ce qui est envoyé dans leur banque, voilà, comment ils gèrent, vous dites un jour ça peut venir au Congo. Voilà pourquoi vous êtes allé voir le ministre de la Santé, entre autres. Oui, je suis allée voir le ministre de la Santé, notamment pour la question du cancer, parce qu'on voulait vraiment ce protocole-là pour responsabiliser les hôpitaux publics. Madame, le cancer du sein, aujourd'hui, c'est une maladie onéreuse qui coûte absolument cher. Déjà, les examens. Il faut passer les examens, ce n'est pas donné à tout le monde. Et la seule réponse à cela, ceux qui n'ont pas la possibilité de visiter les hôpitaux privés de la ville de Kinshasa qui coûtent cher, ce sont les hôpitaux publics. Il faut qu'une femme qui se retrouve avec une masse sur sa poitrine sache au moins qu'à Mamayemo, je peux obtenir une réponse. Qui sache à l'hôpital de Kitambo, à Sanatorium, à l'hôpital de Bumbu, je peux obtenir une réponse. Et la responsabilité des hôpitaux publics est cruciale, surtout pour moi qui viens de la masse, surtout pour moi qui suis députée. Je ne saurais pas accompagner mes électeurs. Le dépistage, il n'est pas gratuit, non? Comme le dépistage n'est pas gratuit. D'ailleurs, hier j'ai eu une question sur ça. Il y a une dame qui m'a écrit depuis Salongo, qui me dit comment elle doit faire. Le dépistage n'est pas gratuit. Parce que même après le dépistage, il y a maintenant des examens de fond qui doivent être faits. Et ça coûte cher. Et ma mission à moi, c'est vraiment que le gouvernement puisse dégager une ligne budgétaire comme le Sénégal, comme l'Ouganda aujourd'hui, pour s'occuper du cancer du sein et du col de l'utérus. Alors, cahier d'exercice d'adoption et de leadership, c'est né comment? C'est né de mon père. Un jour, mon père qui nous a quittés il y a peu, il était en train d'arranger mes histoires chez nous et il a trouvé un cahier où j'écrivais mes ambitions. Je disais, un jour, j'irai à la Maison Blanche. Un jour, j'irai au Congrès. Et ça a été fait à la Maison Blanche. Et ça a été fait. Ça a été fait. C'est comme ça que je me suis dit, mais mon Dieu,
on peut écrire ce qu'on veut devenir. Donc, j'ai institutionnalisé ça. J'ai créé ce cahier d'exercice de motivation, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit lors de votre introduction. C'est vraiment motivé. Et j'ai insisté au début qu'on écrit avec le crayon. Parce qu'on peut effacer, on peut changer, on peut rajouter. Et donc, ça sera, je pense que ça va nous aider, nous toutes. Et c'est distribué, c'est adressé plus aux jeunes filles, j'ai vu? Oui, je l'ai fait plus pour les jeunes filles parce que je pense que c'est un moment de la vie où on est un peu perdu, où on a besoin de quelqu'un pour vous recadrer. Surtout lorsqu'on est adolescente, on a plusieurs idées en tête, mais aussi il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de désorientation. Et qu'on est assiégé par les réseaux sociaux. Exactement. Qu'on ne contrôle pas. Exactement. Que les parents ne contrôlent pas. Voilà, des TikTok où la légèreté est mise en avant. Il faut qu'il y ait une génération des femmes qui soient préparées, des femmes qui ont été encadrées. Et c'est vraiment ça le rôle de ce cahier d'exercice et d'ambition. Christelle Vouanga Mukongo, députée nationale élue de la Funa, l'une des 4 circonscriptions de la ville de Kinshasa. On a terminé, vous en êtes à votre 2e mandat, la seule députée de l'opposition. Ah, ça craint. Ça craint, je suis seule, madame. Et lorsqu'on est seul, on est aussi vulnérable. On est vulnérable et beaucoup de travail. Mais you are strong, very strong. I try. I try. Alors, on a une conclusion avant de se quitter. Une conclusion, c'est le meilleur. Tout ce que j'ai toujours souhaité, cela pour mon peuple congolais en général. Ce n'est pas facile, mais se réveiller chaque matin et se dire qu'on vient d'un pays qui est convoité. Je me dis toujours, un pays qui peut donner du coltan, du tungstène, du cuivre, etc. Est-ce que ce pays peut donner des citoyens qui ne sont pas à la hauteur? Non, nous sommes des véritables templiers, les gardiens du temple. Et le temple, c'est ce pays que nous a légué nos ancêtres et que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants. Donc il faut être critique, voir ce qui ne va pas, le dire. Après, il y a toujours des répercussions, mais ce qui est important, c'est rester sur ses valeurs et dire toujours la vérité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame, et pour moi, c'est un honneur. C'est un rêve qui se réalise. Oh là, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Et mon père te suivait chaque matin à l'époque. Il y avait la rediffusion du journal Tropicana avant de partir à l'école. Et il te suivait toujours chaque matin et il t'aimait beaucoup. Et moi, c'était un rêve pour moi. Avant d'aller à l'école, je te regardais. Aujourd'hui, être interviewée par la grande Mamina, c'est un rêve qui se réalise. Je ne peux pas savoir, on a terminé, ça c'est entre nous. Héritier, tu vas copier ça au montage. Je ne peux pas savoir combien je suis presque bouleversé d'entendre ça. Toi qui as été un modèle pour beaucoup dans le journalisme, un modèle pour beaucoup aujourd'hui, les jeunes filles et même le reste du Congo, de l'Afrique, on a besoin de voir qu'il y a dans ce pays-là dont on désespère, dans ce pays-là dont on doute de plus en plus des gens qui émergent et qui poussent les autres non pas vers le bas, mais vers le haut. Alors, tu reviens quand tu veux. Dans cette grande interview. Merci. Cette grande interview qui se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir.